Je m'apprête à vous raconter l'une des histoires les plus brutales que vous avez jamais entendues, ou tout du moins sur mes deux chaînes. C'est l'histoire d'un tueur en série, impardonnable de par les gestes qu'il commit dans sa vie, mais dont le parcours semble être la conséquence dramatique d'une culture masculiniste occidentale qui a depuis toujours déclaré la guerre aux femmes. Au-delà du fait divers et de la fascination morbide de la société pour ces histoires glauques, souvent traitées comme de quelconques faits divers, on a beaucoup à dire sur la violence masculine qui abîme les femmes et finit par leur arracher leur humanité par le viol et la violence. N'oubliez pas, et c'est très important, qu'expliquer n'est en rien excusé. Cette histoire macabre commence par le récit très bref et sans détails inutiles de 7 assassinats, tous commis en l'espace d'une année entre fin 89 et fin 90. 7 cadavres, présentant des similarités, sont retrouvés dans 3 États voisins des États-Unis. Ils ont tous été tués par balle, éloignés du lieu du crime de quelques kilomètres, abandonnés dans ou en bordure d'une zone très boisée, et aucun d'entre eux ne présente de traces de violence sexuelle. Présentons-les. Le 30 novembre 1989, Richard Mallory, magasinier de 51 ans, est assassiné de plusieurs balles, dont 2 dans les poumons qui lui seront fatales. Son corps, abandonné en pleine forêt, sera retrouvé 2 semaines plus tard, le 13 décembre. Le 19 mai 1990, Charles Humphrey, commandant de l'US Air Force à la retraite, ancien chef de police et ancien enquêteur dans le domaine des maltraitances sur mineurs, est assassiné de 6 balles dans la tête et dans le torse. Il était âgé de 56 ans. Il faudra 4 mois pour retrouver son corps, entièrement dévêtu. Plus tard le même mois, David Spears, 43 ans, ouvrier du bâtiment, est retrouvé mort, perclus de 6 balles dans le corps. On découvrira sa dépouille le mois suivant, en bordure d'autoroute. Le 13 mai 1990, Charles Carskadon, âgé alors de 40 ans, est exécuté de 9 balles dans le corps. Il était ouvrier dans le domaine du rodéo où il exerçait sa profession à temps partiel. On retrouvera son corps la semaine suivant son meurtre. En juin 1990, Peter Sims, 56 ans, disparaît sans laisser de traces lors d'un trajet en voiture. Son corps ne fut jamais retrouvé. La police conclut à un homicide. Son véhicule, lui, sera retrouvé le 4 juin sur les lieux d'un accident et des empreintes digitales ne lui appartenant pas ont été mises en évidence sur la poignée interne de la voiture. Des témoins affirment avoir vu 2 personnes quitter le véhicule au moment de l'accident. Le 30 juillet 1990, Troy Burress, vendeur de saucisses, est exécuté de 2 balles dans le corps. Son corps a été retrouvé dans une zone boisée 5 jours après sa disparition, à quelques centaines de mètres de son meurtre. Enfin, le 19 novembre 1990, Walter Geno Antonio, 62 ans, est assassiné de 4 balles de revolver de petit calibre. On ne retrouvera son corps que 5 jours plus tard, dénudé et abandonné dans une zone forestière difficile d'accès. Ce récit dramatique, raconté chronologiquement, omet un détail assez important. Lors du meurtre de Peter Sims, une description est faite de 2 suspects quittant le véhicule du disparu ayant causé un accident, et l'enquête de police qui en découle dénote des points communs avec des crimes récents. Ils pourraient avoir été commis par les 2 individus en fuite. Mais fait rarissime, alors que le profil type d'un tueur en série amène inexorablement les enquêteurs à rechercher des coupables masculins, les 2 suspects en question sont en réalité des suspects. Elles s'appellent Aileen Wuornos et Tyra Moore. Le 4 juillet 1990, elle provoque un accident de circulation à bord du véhicule appartenant à Peter Sims, porté disparu, et décide d'abandonner le véhicule avant de fuir la scène de l'accident. C'est de cette façon que des témoins les identifieront formellement. Dans leur précipitation, elles sont imprudentes et quittent la voiture de Peter Sims sans gants, laissant ainsi des empreintes digitales faciles à analyser par la police judiciaire. Les empreintes correspondent à celles retrouvées dans les autres voitures ou sur les corps des 6 autres victimes, et en fuyant la zone de l'accident, Aileen et Tyra ont poussé la négligence jusqu'à laisser certains de leurs effets personnels favorisant leur identification.
Aileen ayant déjà été arrêtée par le passé pour diverses raisons, des voies de fait, des vols ou des escroqueries, ses empreintes digitales sont déjà inscrites dans le registre national. Elle est ainsi identifiée en quelques heures seulement. Moins de 3 mois après le premier meurtre, le 9 janvier 1991, Aileen Wuornos est arrêtée dans un bar de motards, arrestation durant laquelle elle se battit de toutes ses forces pour éviter son interpellation, bien aidée par les motards présents sur place. Sans réussite, elle quittera le bar menottée. De son côté, Tyra Moore est localisée à Scranton, en Pennsylvanie. Elle y est arrêtée sans heurts et clame son innocence, conjurant les policiers de la laisser parler à Aileen afin qu'elle la disculpe de tous les meurtres. Son rôle au cours de cette année meurtrière n'est toujours pas tout à fait clair. Elle en sera malgré tout totalement disculpée par la suite. Le 16 janvier 1991, Aileen y reconnaît lors de son interrogatoire le premier meurtre. On retrouve à son domicile des bijoux qu'elle a dérobés à ses victimes et des traces de vente d'objets précieux à des boutiques spécialisées. Son jugement est planifié pour janvier 1992. Elle risque la peine capitale. On peut raconter ce procès en 4 temps. En voici un récit condensé. Le 14 janvier 1992, c'est l'ouverture du procès. Aileen est jugée pour le meurtre de Richard Mallory. L'accusée est décrite comme instable mentalement par les psychiatres qui suggèrent même une schizophrénie. Le témoignage de Tyra Moore à son encontre est totalement à charge. Et contrairement aux règles dictées par le tribunal, l'avocat général fait de nombreuses références aux 6 autres meurtres présentant des similarités avec celui qui est jugé ce jour-là, ce qui aboutit au final à la pire des peines possibles. Elle est condamnée à la peine capitale pour la première fois. Le 31 mars 1992, on la juge une deuxième fois, cette fois-ci pour les meurtres de Charles Humphreys, Troy Burress et David Pierce, qu'elle a fini par confesser devant les preuves qui l'accusaient. Elle plaide coupable en affirmant agir ainsi pour être, je la cite, droite vis-à-vis de Dieu. Fin de citation. Des aveux qui entraînent une seconde condamnation définitive. Le jury prononce la peine capitale 3 fois, une fois par personne assassinée. Aileen a été condamnée en l'espace de quelques mois à la peine capitale à 4 reprises. Ce n'est pas fini. En juin 1992, on la renvoie devant un jury pour le meurtre cette fois-ci de Charles Carskadon, confessé tardivement. Étonnamment, alors qu'elle plaide de nouveau coupable, son conseil juridique revient sur le cas de Richard Mallory afin d'essayer de la disculper. Ils reviennent sur le premier meurtre ? Mais pourquoi ? Quoi qu'il en soit, c'est peine perdue et elle reçoit sa 5e sentence de condamnation à mort. Enfin, en février 1993, elle plaide une fois encore coupable pour le meurtre de Walter Geno Antonio, ce qui lui vaut sa 6e condamnation à la peine capitale. Concernant le meurtre de Peter Sims, son corps n'ayant jamais été retrouvé, elle ne sera jamais jugée pour son assassinat. Aileen n'accepte pas, du moins dans un premier temps, le verdict de condamnation à mort. Son appel à la Cour suprême en 1996 est rejeté, alors qu'elle patiente dans le couloir de la mort depuis 5 années déjà. Ses avocats expliquent qu'il reste encore des leviers à activer pour lui éviter la chaise électrique, mais à la surprise générale, Aileen écrit en 2001 à la Cour suprême de Floride pour lui adresser une requête inattendue. Son ultime requête. Elle explique ne plus souhaiter se battre et désirer que la Cour accepte qu'elle se sépare de son conseil juridique qui cherche à l'entraîner dans un nouvel appel. Mais de son côté, la décision est prise. Il n'est plus question de faire appel de la condamnation à mort. Elle est résolue et n'a plus qu'une seule attente, qu'on mette enfin fin à ses jours. 3 psychiatres sont mandatés pour évaluer son état mental, sous-entendu savoir si Aileen comprend ce que sa demande à la Cour suprême signifie. Et bien que les entretiens ne dépassent pas les 15 minutes chaque, elle fut unanimement déclarée apte à prendre une telle décision. Ces expertises psychiatriques sont confirmées par 3 juges. La fin est désormais inéluctable. Le 9 octobre 2002, alors condamnée à la chaise électrique, elle est finalement exécutée par injection létale, devenant seulement la 10e femme condamnée à mort aux États-Unis depuis que la peine capitale a été rétablie pour les femmes en 1976. Elle refuse son dernier repas se contentant d'un café et choisit pour dernière déclaration une phrase qui laisse planer le doute quant à ses réelles capacités de discernement. « Je voudrais dire que je navigue avec la roche et je reviendrai, comme la fête de l'indépendance avec Jésus.
le 6 juin, comme dans le film. Grand vaisseau mère et tout. Je reviendrai. Je reviendrai. Elle ne reviendra pas. Et maintenant, il est temps. Temps pour l'exercice difficile. Celui que je vous demande de ne pas mal interpréter. Si je n'exige nullement de vous que vous ne ressentiez de l'empathie pour une femme qui a exécuté froidement 7 hommes, j'ose néanmoins vous permettre de réaliser une chose. Cette série de meurtres, s'il n'est pas question d'en déresponsabiliser son autrice, est tout autant la conséquence de la violence d'Aileen que de la démesure de la violence masculine de la société occidentale. Il y a pas mal de choses que je vous ai tues jusque-là. Il est temps de les aborder. Le chapitre qui va suivre fut insoutenable à préparer, à digérer, à synthétiser, puis à rédiger, mais il est absolument nécessaire. Aileen Carol Pittman est une femme née en 1956 dans l'État du Michigan aux États-Unis, née d'une mère de 15 ans seulement et d'un père pédocriminel qui divorça de sa mère 2 mois avant la naissance d'Aileen. Lors de sa naissance, son père était déjà en prison pour avoir violé puis tenté d'assassiner un garçon de 8 ans. Elle ne rencontrera jamais son père, puisque quand la jeune femme n'avait que 15 ans, ce dernier mit fin à ses jours en prison. Que l'on ait côtoyé ou non son père dans notre vie, apprendre que ce dernier a été pédocriminel et a fini ses jours pendu dans sa cellule est nécessairement, à minima troublant, à maxima traumatisant. Mais pourtant, l'année de ses 15 ans, le suicide de son père n'était que le cadet de ses soucis. Revenons d'abord un tout petit peu en arrière. À l'âge de 5 ans, Aileen est abandonnée par sa mère et adoptée par ses grands-parents maternels avec son grand frère. Elle prend alors leur patronyme et se renomme Aileen Wuornos. La vie n'est pas plus simple en grandissant, puisqu'Aileen est battue par son grand-père, subit de nombreux viols, certains ont été commis par son propre frère, d'autres par l'entourage familial, puis elle tombe enceinte à 14 ans de l'un de ses violeurs. Elle accouche 9 mois après d'un enfant d'un père inconnu, potentiellement son grand frère, qu'elle fera adopter quelques jours après la naissance. L'année de l'accouchement, sa grand-mère décède d'une cirrhose du foie. C'est le moment choisi par son grand-père pour la chasser de la maison sans ressources, quelques semaines seulement après un accouchement traumatisant. Et si vous pensiez avoir entendu le pire, sachez qu'on n'en est qu'au tout début de l'histoire. À l'âge de 15 ans et demi, elle est contrainte de subvenir à ses besoins en se prostituant. Elle y subira, selon ses dires, un grand nombre de viols de la part de plusieurs hommes, et c'est alors qu'une forme de misanthropie incontrôlable commence à la gagner. Et on peut comprendre. À 18 ans, elle est condamnée par contumace pour une conduite en état d'ivresse, durant laquelle elle sortit une arme à feu et tira plusieurs balles dans des directions aléatoires. 2 ans après, à peine âgée de 20 ans, elle se marie avec Louis Gratzfeld, qu'elle avait rencontré en faisant du stop. Un homme fortuné, président d'un yacht club. Cet homme, au moment du mariage, avait 69 ans. La consommation de leur mariage ne peut être considérée autrement que comme un viol conjugal. Ils divorceront à peine 9 semaines après que le mariage soit prononcé, et Aileen multiplie les délits et les arrestations suite au divorce pour divers voies de fait ou pour des tentatives de fraude. En 1986, elle a alors 30 ans et fait la connaissance de Taria Moore, une femme de ménage qui travaille dans un hôtel. Elles tombent amoureuses l'une de l'autre, s'installent ensemble et subviennent à leurs besoins grâce aux venues générées par Aileen dans la prostitution, où elle continue d'y subir des viols. Elles vivent de petits faits de délinquance, mais comme Aileen le confiera un peu plus tard en interview, c'était la première et seule fois de sa vie qu'elle partagea du temps avec une personne qu'elle aimait sincèrement. Taira, c'est pourtant elle qui témoignera contre Aileen, après que cette dernière l'ait disculpée de toute faute possible afin de la sauver. Et l'histoire n'est toujours pas finie. De quoi l'avocat d'Aileen a-t-il bien pu parler en juin 92 quand sa cliente était jugée pour le meurtre de Charles Carskadon? Pourquoi revenir alors sur celui de Richard Mallory alors qu'Aileen avait reçu à l'issue du procès sa première condamnation à mort? Qu'est-ce qui à l'époque n'a pas été raconté? Il faut qu'on revienne en arrière une seconde. Richard Mallory, la première victime de la tueuse en série, n'est pas qu'un simple magasinier.
c'est aussi un homme qui avait été reconnu coupable par le passé et à plusieurs reprises de viol. Et Aileen Wuornos a déclaré lors de son audition et pendant son procès qu'elle l'aurait assassiné justement après que ce dernier l'ait violée. On parle d'une femme dont le père était condamné pour pédocriminalité, qui a fini par se pendre en prison, qui a été violée quand elle était mineure par son grand frère, par des amis de la famille, par des inconnus, par son premier mari de 50 ans, son aîné. Une femme qui est tombée enceinte quand elle était mineure, d'un viol potentiellement incestueux, violée de multiples fois, mineure encore, quand elle a commencé à se prostituer, puis tout au long de sa vie d'adulte, violée, encore et toujours violée par des hommes de passage, par son entourage, le tout alors qu'elle était lesbienne. La légitime défense pour le meurtre de Richard Mallory n'a pas été retenue. Aujourd'hui, en 2025, l'affaire ne fait plus aucun doute pour personne. Richard Mallory, la première victime de la fureur meurtrière d'Aileen, a été assassiné car il l'avait violée. Je ne trouve aucune excuse ni aucune déresponsabilisation aux actes d'Aileen, mais il convient de la considérer comme on considère n'importe quel être humain avec décence. Richard Mallory, c'était le viol de trop. C'était l'homme de trop. Alors quand dans ses déclarations, Aileen finit par affirmer que les 6 autres hommes qu'elle a assassinés par la suite étaient également ses violeurs, une colossale zone d'ombre poisseuse à souhait se dépose sur cette histoire. De quoi son avocat a-t-il bien pu parler en juin 92 ? Il n'est pas clair aujourd'hui que les 6 autres victimes aient effectivement violé Aileen. Il est même probable que ça ne soit pas le cas. Les déclarations ont beaucoup varié avec le temps, tantôt ils étaient des violeurs, tantôt ils ont tenté de la violer, mais ce qui est sûr, c'est qu'Aileen les a tous un à un considérés comme des menaces. À tort, vous pensez ? Et lorsqu'en interview avec Nick Broomfield, une fois la caméra coupée mais le micro toujours branché, et qu'elle se pensait à l'abri de tout enregistrement, elle finit par déclarer qu'ils l'avaient tous violée, qu'elle avait toujours agi en situation de légitime défense. S'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que ces propos soient rigoureusement vrais, ils dénotent d'une réalité terrible. Aileen Wuornos a été la cible de la domination masculine dans tout ce qu'elle a de plus cru, de plus dégueulasse et de plus inhumaine. Les 6 victimes qui ont succédé à Richard Mallory n'ont peut-être pas subi la rage d'Aileen pour l'avoir violée, mais une chose semble certaine, ils ont tous profité d'elle quand elle était en situation de prostitution et chacun d'entre eux a payé pour toutes les violences qu'elle a subies au cours de sa vie. De quoi son avocat a-t-il parlé en juin 92 ? Richard Mallory, après avoir été mis en examen pour différents viols, a été remis en liberté conditionnelle. Durant sa liberté conditionnelle, les viols n'ont pas cessé. Les agressions physiques de femmes non plus. Quand Richard Mallory a croisé la route d'Aileen Wuornos, il aurait dû être emprisonné et Aileen protégée de son agresseur. Voilà ce dont il a été question en juin 92. Mais ces éléments n'ont pas plaidé en sa faveur. En prison, Aileen a subi de nombreux viols venant de l'organisation pénitentiaire elle-même. Les gardiennes, en plus d'avoir abusé d'elle, l'ont probablement violentée physiquement. Des traces de coups ainsi que des cicatrices ont été régulièrement observées sur son corps. Alors en 2001, quand elle écrit à la Cour suprême de Floride pour la supplier qu'on l'exécute enfin, elle y décrit ses motivations réelles. « J'ai tué ces hommes. Je les ai volés alors qu'ils étaient froids comme la glace. Et je le referai de nouveau. Il n'y a aucune raison de me garder en vie ou quoi que ce soit, car je tuerai encore. J'ai de la haine qui suinte de tous mes pores. J'en ai assez d'entendre cette chose, elle est folle. J'ai été examinée tellement de fois. Je suis compétente, saine, et j'essaie de dire la vérité. Je suis celle qui déteste le plus fortement la vie humaine, et je tuerai de nouveau. » Et beaucoup de choses s'éclairent. Finalement, la question n'est pas de savoir si oui ou non ces 6 victimes l'ont effectivement violée ou ont tenté de la violer. Aileen a perdu tout contrôle et s'est en effet défendue. Défendue des horreurs subies tout au long de sa vie et ce depuis sa naissance. Aileen a été détruite par les hommes, par la violence patriarcale. Elle a été dépossédée de son corps et peu à peu dépossédée de son humanité. Rien de tout ce que je viens de vous raconter n'excuse ces crimes. Je le sais bien.
et je ne vous demande aucunement de vous positionner moralement en faveur d'Aileen. En revanche, et si vous êtes un homme, il y a un sujet sur lequel vous devez vous positionner. Avant d'entrer dans ces considérations personnelles, sachez que cette histoire a relancé les débats aux États-Unis sur les droits des prostituées et en particulier les violences qu'elles subissent. Comme les associations qui défendent les prostituées l'ont maintes fois répété, c'est presque exceptionnel que sur les milliers d'hommes rencontrés par Aileen dans le cadre de son activité de prostitution, qu'elle n'en ait assassiné que 7. C'est presque inespéré. Les débats autour de la prostitution sont souvent très agités, ils sont très controversés, mais moi c'est sur autre chose que j'aimerais attirer votre attention. Aileen, c'est l'incarnation même d'une femme détruite par la violence masculine. Lorsqu'en plein procès, Maître Assou raille Charlotte Arnoux en ironisant sur le fait qu'elle aurait subi 5 viols comme si une telle chose était impossible. J'aimerais vous dire quelque chose. Les femmes qui vous entourent ont probablement subi 5 viols ou agressions sexuelles, mais pas dans leur vie. Probablement chaque année depuis qu'elles sont adolescentes. Et vous en êtes responsable. Et moi aussi. Le viol doit être perçu comme une violence, conséquence d'un rapport de domination. Ne pas être un violeur, ça n'est pas suffisant aujourd'hui. Les dizaines et dizaines de viols subis par Aileen ont été autorisés, permis par un système que les féministes ont appelé le patriarcat, l'ennemi principal, comme dirait Christine Delphi. C'est-à-dire un ensemble de règles, de croyances, de rites, de rituels qui renforcent la situation de domination masculine et justifient la violence que les femmes subissent, qui fait passer les femmes pour des objets de désir, qui impose un narratif quant aux raisons qui poussent les hommes à violer et qui les positionne presque dans la place de la victime. En société, les hommes violent, agressent des femmes en quasi-impunité. En France, par exemple, les violeurs ne sont quasiment jamais condamnés après leur premier viol. Ils sont souvent condamnés lorsqu'ils récidivent, comme si l'on avait admis, collectivement, que le viol était une erreur, et qu'on avait le droit de commettre une erreur. Tant que la domination masculine intrinsèque au patriarcat restera aussi puissante et ancrée, il n'y a aucune raison que ce système soit ni remis en question, ni même bouleversé dans ses racines. Et nous devons agir, nous, les hommes. La violence masculine, c'est un continuum. Nous assistons à des micro-agressions quotidiennement. Tant que chacun d'entre nous ne s'opposera pas formellement et frontalement à ces manifestations de domination, rien ne pourra jamais changer. Tant que nous continuerons à entretenir des relations sociales avec des hommes dont nous savons qu'ils ont été violents, nous les laisserons baigner dans l'environnement qui leur permet d'user de leur domination. Tant que nous rirons de bon cœur à des propos misogynes, tout en pensant qu'ils sont inoffensifs, nous participons à la banalisation des croyances sexistes. Et chaque victime de viol que nous n'avons pas cru, pas soutenu, dont nous n'avons pas relayé la parole, est une victime dont nous sommes en grande partie responsables de la douleur. Le danger numéro 1 des femmes, c'est nous. Mais bonne nouvelle. En attendant que les structures de domination soient enfin renversées politiquement, et on va pouvoir attendre, nous pouvons agir de notre côté, parce que jamais Aileen n'aurait dû devenir Aileen. Elle est devenue Aileen parce que la domination masculine est permise par les hommes. Et là-dessus, on peut agir.